Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux ce soir d'accueillir cette séance des Jeudis de Lima, la dernière d'ailleurs, consacrée au Maroc, à ses mutations, à ses problèmes. Il y en a quand même pas mal, et on aura l'occasion tout à l'heure avec nos invités de pointer les principaux. Cette séance vient clore un cycle riche et fréquenté par, à chaque fois, tous les jeudis, un public très nombreux. Je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail du contenu de la soirée, puisque nos invités sont là, d'ailleurs, qu'on remercie vivement d'être parmi nous, et je remercie notre ami Abdelmalek Alaoui, ainsi que Marc Guillaume, l'éditeur, avec lequel on a travaillé pour monter cette soirée, et pour également inviter un panel de choix et aussi pour donner l'occasion d'éclairer ce Maroc pluriel et les nombreuses questions qu'il affronte aujourd'hui dans l'horizon à venir. Je voudrais juste rappeler que cette séance clôt donc tout un cycle, et on reprendra le nouveau programme des jeudis à partir du 9 janvier avec évidemment une problématique qui fait débat ici en France et qui touche la communauté arabe et musulmane, à savoir l'islamophobie, et cette fois-ci encore avec des chercheurs et des penseurs qui vont se pencher sur la question. Voilà, je remercie Monsieur l'ambassadeur Sijli Massi, ancien ambassadeur. Aujourd'hui, évidemment, il a d'autres responsabilités. Notre ami André Azoulay, François Livonnet, qui travaillait avec nous en tant que modérateur. Il est intervenu évidemment la semaine dernière, lundi, quand on a accueilli Edgar Morin, et Abdelmalek Alaoui, Bouchra, et notre ami Monsieur Alexander Kateb. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On va dégager une plage donc pour le débat à la fin de cet échange, de ces interventions, et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. J'ai donc la responsabilité lourde de modérer cette rencontre. On ne peut pas résumer la situation actuelle des pays arabes par la seule métaphore du printemps. Les Français aiment bien les images cosmologiques pour évoquer les transformations, les matins qui chantent, le grand soir, même s'il s'est passé évidemment des événements tout à fait essentiels à partir de la fin 2010 qui ont touché la rive sud de la Méditerranée. Mais les processus démocratiques sont longs et complexes, le temps historique n'est pas continu et linéaire, les modernités sont plurielles, les émergences lentes et protéiformes. Et le grand mérite du livre que nous présentons ce soir, et qui justifie cette rencontre devant vous, c'est d'aborder d'une manière à la fois critique, très ouverte, un certain nombre de questions qui concernent le Maroc contemporain, aussi bien au plan social, politique, économique, diplomatique, en particulier un certain nombre de chantiers stratégiques, pour reprendre l'expression du préfacier qui est à ma droite, qui dessinent les contours du Maroc de demain. Et ce livre témoigne aussi, et ce n'est pas son moindre mérite, d'une certaine réflexivité
car ce sont des Marocains qui parlent du Maroc, ce sont des Marocains qui parlent du Maroc se faisant, et le fait que ce soit des acteurs qui soient mobilisés par ce défi, ces défis, est quelque chose d'essentiel. Alors je vais vous présenter les gens qui vont intervenir ce soir. Il y a d'abord André Azoulay, qui est conseiller du roi, président de la Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh, qui est administrateur du Forum méditerranéen et qui est membre de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Il y a à la gauche d'André Azoulay, Fatala Sigil Massi, qui est secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée et qui est ancien ambassadeur du Maroc en France. À ma droite, il y a immédiatement Abdelmalek Alaoui, qui est un spécialiste d'intelligence économique et qui est l'initiateur de ce livre qu'il a préfacé. À la droite d'Abdelmalek, Bouchra Ramouni Benida, qui est directrice de l'Institut de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, qui est l'école de management de Casablanca. Et enfin, Alexandre Kateb, qui est directeur du cabinet de conseil Compétences Finance. La parole à André Azoulay, qui va ouvrir cette table ronde pour nous parler en particulier de la place du Maroc en Europe peut-être, et la place du Maroc dans sa relation à l'Europe, dans le monde méditerranéen, ce Maroc d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous le permettez, je vais d'abord commencer par dire mon bonheur de voir cette salle remplie comme elle l'est ce soir, avec même des personnes qui sont assises parce qu'elles n'ont pas trouvé de siège. Et je suis vraiment très très heureux que le Maroc nous réunisse aussi nombreux. Je voudrais aussi dire ma reconnaissance et ma gratitude à vous, Abdelmalek, et à votre association pour avoir rendu possible ce livre qui est libre, qui a une écriture rigoureuse, et que beaucoup d'entre nous, Marocains, attendions. C'est un regard exigeant, c'est un regard complet sur mon pays, et c'est un regard qui n'est ni celui turiféraire et qui voudrait dire que aujourd'hui le Maroc s'écrit de façon unilatérale ou se dit de façon unilatérale pour vous expliquer que tout va pour le mieux. Nos performances sont là, nos doutes sont aussi présents et nos contre-performances ne sont pas éludées. Nous avions besoin de ce langage de vérité. Il est là aujourd'hui et c'est un outil pour chacun d'entre nous. Le Maroc, en décembre 2013, en parlait à Paris. Si vous le permettez, et je ne crois pas que ce soit indécent ou obscène, mais je prends mes précautions parce que quand on est comme moi un citoyen du monde arabe, quand on vient d'un espace qui est celui de l'islam et que l'on dit que tout va bien, ça devient presque obscène. Mais ce soir, je vais partager avec vous toute une série de nouvelles qui sont plutôt bonnes. Et je commencerai par ce qui est le moins contentieux ou problématique pour me réjouir avec vous du fait que la France, puisque nous sommes à Paris, la France est redevenue cette année le premier partenaire du Maroc. Elle avait perdu cette situation de champion pendant 1 an ou 2 ans au profit de l'Espagne. Aujourd'hui, les statistiques sont là pour dire que, de nouveau, la France est le premier investisseur dans mon pays, le premier fournisseur, le premier client et le premier pourvoyeur de tous les flux, qu'ils soient scientifiques, culturels, commerciaux, tous les flux. Voilà, donc bravo à la France et bravo au Maroc. Et la compétition est ouverte pour que nos partenaires en fassent encore un peu plus et un peu mieux avec nous et que nous soyons nous-mêmes à la hauteur de cette volonté de construire ensemble. Ayant dit cela, je voudrais, comme vous l'avez signalé en ouvrant cette table ronde, dire que le momentum marocain d'aujourd'hui n'est pas celui
qui serait circonstanciel et qui nous ferait regarder comme de bons élèves de la classe simplement parce que cette classe est remplie d'autres les plus nombreux, de mauvais élèves. Nous ne sommes pas bons par rapport aux autres et notre momentum ne se décode pas parce qu'il y a aujourd'hui une situation à la fois d'instabilité, de profonde mutation, de changements fondamentaux sur la rive sud de la Méditerranée. Le Maroc est dans la situation qui est la sienne aujourd'hui et apporte les réponses qui sont les siennes aujourd'hui à des questions tout à fait déterminantes dans ce livre d'histoire qui écrit ces nouvelles pages aujourd'hui du Maroc à l'Égypte. Non, les performances marocaines ou la réalité marocaine, elle est le résultat de choix faits il y a plus d'un demi-siècle et qui ont été déterminants pour que notre société, la société marocaine, soit une société ancrée dans une culture qui est celle de la réforme. Les Marocains n'arrêtent pas de changer, n'arrêtent pas de modifier, n'arrêtent pas d'améliorer et n'arrêtent pas de prendre la juste mesure de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire depuis un peu plus d'un demi-siècle. Et si nous sommes dans cette culture de la réforme, c'est parce qu'on nous a installés dans une société qui était ouverte au doute, qui était ouverte à la diversité politique, à la diversité idéologique et à la réflexion philosophique. Et elle n'était pas ouverte comme cela par miracle ou par accident. Elle l'a été parce qu'il y a eu, en 61, à la fin de l'année 61 et au début de l'année 62, donc ça n'est pas hier, mais je le signale à la fois sans nostalgie et sans être archéologue, ça n'est pas si loin, mais il y a 3 ou 4 choix fondamentaux qui ont été faits par le Maroc et qui ont été déterminants, décisifs pour faire du Maroc ce qu'il est aujourd'hui. Le premier, le Maroc envers et contre tous dans sa région et dans le monde des pays qui arrivaient à l'indépendance à la fin des années 50, au début des années 60, le Maroc a été le seul pays à interdire la pensée unique et le parti unique par sa constitution. Et au passage, je rappelle que nous sommes une monarchie constitutionnelle depuis 1962, parce que le printemps arabe, qui a beaucoup de mérite par ailleurs, a eu aussi le mérite, et j'en ai été surpris, d'apprendre aux autres, ceux qui nous regardent, que nous étions devenus une monarchie constitutionnelle en 2011-2012, alors que nous l'étions depuis 1962. Mais à ce moment-là, notre première constitution, sous l'impulsion et la proposition du roi Hassan II, a interdit le parti unique. Nous étions nombreux, et je faisais partie de ceux-là. Parmi les Marocains, j'étais étudiant à l'époque, un peu activiste, à nous battre contre ce choix. Pour vous dire, donc, que le roi n'a pas fait simplement, à ce moment-là, le consensus de tous, parce que le parti unique, dans la traduction de ce moment-là, de l'époque, nous étions en période de Bandung, Tito, Nasser, tout ceci, enfin, il y avait une culture ambiante pour les pays nouvellement arrivés à la souveraineté ou ayant récupéré leur souveraineté. Il y avait cette perspective unilatérale et univoque. Vous en étiez ou vous étiez traître. Donc, envers et contre tous, et c'est ce qui, je crois, a donné au Maroc le fondement de sa modernité, de sa résilience et de sa capacité justement à apporter aujourd'hui, ces dernières années, les bonnes réponses aux vrais problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre région. Quand une société se construit depuis presque 70 ans dans la diversité, dans le pluralisme et dans la capacité à la fois d'écouter les autres et de recevoir les autres, même quand ils ne sont pas dans la pensée unique, ça fabrique une société différente, ça fabrique un pays différent.
ça fabrique cette culture du changement que je disais tout à l'heure, ça fabrique aussi cette capacité d'anticipation qui est la nôtre. Et je le mentionne, non pas encore une fois pour vous faire entendre ici un discours qui serait celui du conseiller de Sa Majesté que je suis, et qui serait celui du discours que je serai là pour vous vendre. Je le dis parce qu'il y a des réalités historiques, il y a des réalités objectives, et qu'aujourd'hui, malheureusement, pour comprendre ce qui se passe, on n'ouvre plus les livres d'histoire. Et je vous invite à ouvrir le vrai livre d'histoire, qui est celui du Maroc. Cet outil-là va y contribuer aujourd'hui, mais quand on se pose la question pourquoi est-ce que c'est différent au Maroc aujourd'hui par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, en Tunisie, en Égypte et ailleurs, c'est simplement parce que nous avons eu un déterminisme historique différent, par choix, par vision et par raison. Autre choix de l'époque, déterminant. Nous avons choisi d'avoir une économie qui était celle du marché, et non pas l'économie planifiée, l'économie d'État, qui était la règle tout autour de nous. Et si j'additionne les deux choses, si nous avions choisi le parti unique, et si nous avions choisi l'économie de marché, je n'aurais rien à vous dire ce soir. Parce que le Maroc, qui se serait fabriqué pendant ces 60 ou 70 ans, n'aurait rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Troisième chose, et j'en termine de ce rappel historique, mais je n'aurais pas terminé de mon introduction. Le Maroc aussi, à ce moment-là, a choisi de se situer dans la communauté des nations, dans l'espace des relations internationales, avec des valeurs et des alliances qui étaient celles du monde libre et de l'Occident. Tout autour de nous, et je peux le comprendre, et je raisonnais moi-même dans la direction opposée à celle qui a été choisie pour mon pays. Le Maroc a choisi, dès ce moment-là, d'amarrer sa destinée, dans ses choix fondamentaux, à celle de l'Europe à 6. Nous avons été le premier pays du sud de la Méditerranée à négocier avec l'Union européenne, qui n'était pas l'Union à l'époque, mais était la communauté à quelques-uns. Nous étions pionniers, mais nous étions critiqués. Nous nous amarrions au char de ceux qui n'étaient pas nécessairement dans le verbatim et la logique et la pensée dominante de l'instant autour de nous. Moi, je crois que ces trois choix ont été structurels, structuraux et fondateurs du Maroc qui réussit aujourd'hui, du Maroc qui change, du Maroc qui réforme, du Maroc qui sait apporter les réponses, je crois, qui sont les bonnes et qui font que la stabilité de mon pays, son leadership, son exécutif autour du souverain, le consensus national qui n'a jamais été aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui sur tout ce que nous construisons. Il y a débat, il y a diversité, il y a majorité, il y a opposition. Mais nous avons gagné, et je crois de façon irréversible, la construction de cette société, dont les ressorts sont ceux de la démocratie. Ça ne veut pas dire que nous avons fini. Ça ne veut pas dire que l'exercice est un exercice qui serait noté aujourd'hui 20 sur 20. Nous avons fait des erreurs. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont allés en prison. Il y a des gens qui ont disparu. Et c'est le prix que nous avons payé collectivement pour que le Maroc d'aujourd'hui soit ce Maroc qui est sur la bonne direction. Soit ce Maroc qui affirme sa singularité, son exception, non pas parce que nous cherchons à être différents, mais parce que nos choix étaient différents. Nous sommes aussi ce Maroc où la diversité, dans un monde et dans un temps, le nôtre aujourd'hui, qui sont ceux du repli, qui sont ceux de la peur, qui sont ceux de la fracture. Le Maroc est aujourd'hui le pays, et ça n'est pas simplement des mots, quand je dis que le Maroc est le pays de l'altérité, c'est dans l'exercice de notre quotidien. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été toujours le cas.
Il y a eu des périodes où l'ostracisme a existé, l'ostracisme culturel, l'ostracisme religieux, l'ostracisme spirituel. Mais nous avons là aussi surmonté ces périodes-là, et notre société aujourd'hui, dans le consensus national, permet par exemple que notre dernière constitution, pas la première, je le disais tout à l'heure et j'insiste là-dessus, votée à 70% par le peuple marocain en juillet 2011, écrit dans son préambule, là aussi un élément dont ceux qui parleront du Maroc dans 50 ans diront que le Maroc a été pionnier et le seul, comme il l'a été en 61. Le préambule de notre Constitution dit que le Maroc, pays arabe et musulman, a vu sa société historiquement forgée par la civilisation amazigh, par le judaïsme, par la civilisation hassani et par les apports andalous. Notre Constitution, maintenant où, quand on lit, quand on entend, quand on évoque la région qui est la mienne, ça n'est pas pour vous annoncer ou commenter ce genre de situation. Le monde arabe, le monde de l'islam aujourd'hui, parce que nous sommes dans la caricature, parce que nous sommes dans une perception qui est celle de la réduction. On ne nous voit pas avec cette capacité de pouvoir dire, de pouvoir faire et de pouvoir construire autre chose. Or, cette autre chose qui est marocain, c'est aussi le monde arabe. C'est aussi l'islam. Et c'est l'addition de toutes nos histoires. Nous ne sommes pas dans une logique qui est celle de la fracture. Nous sommes dans une dynamique qui est celle de la synthèse. Et puis nous comprenons, c'est-à-dire que quand on reconstitue notre puzzle national et que chacun s'y retrouve, à la fois la civilisation berbère, le judaïsme marocain qui a presque 3000 ans d'âge, là aussi je me permets ce petit rappel, je suis marocain de confession juive, mais l'espace qui est le mien existait au Maroc près d'un millénaire avant que la civilisation arabo-musulmane ne vienne au Maroc. Donc je suis tout à fait confortable dans ma tête. J'ai aucun complexe. Mon terroir, je le connais. Et je peux aujourd'hui, et je suis trop long, vous m'en excuserez, mais je termine là-dessus et ce sera très vite, sous forme de boutade. Je vis, comme mon ami Fthallah, beaucoup dans les avions, on voyage beaucoup. Je négocie pas mal, pas dans le sens de la qualité, mais je négocie beaucoup dans le temps. Mais quand je suis assis, je ne sais pas s'il y a des Allemands dans la salle, je prends peut-être pas. Donc je prends le risque de dire que si je suis avec un négociateur ou un interlocuteur ou un partenaire que je veux séduire, qui se trouve être allemand par exemple, nous commençons à discuter. Et je commence toujours par me présenter un peu. Je lui dis, vous savez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est à la fois juif, arabe, berbère, probablement un peu musulman. Et donc, vous m'excuserez, mais voilà, de temps en temps, peut-être que je vais dévier de votre code de pensée habituel, mais il se trouve que moi, j'ai décidé d'additionner tout cela. Et que donc, je ne suis pas nécessairement dans la norme habituelle de vos interlocuteurs, donc excusez-moi. Mais en même temps, je sais que j'ai déjà gagné une partie. Parce que quel privilège aujourd'hui de dire « je suis tout cela » à quelqu'un qui est plutôt comment on peut dire ? Pas monolithe, non, ce serait exagéré. Mais enfin, mono, je dirais mono. Et si à la fin de la négociation ou de la discussion, on va partager, on va prendre un verre ensemble ou écouter un morceau de musique, je pousse l'avantage jusqu'à lui dire, mais vous savez, cette symphonie numéro 5 de Mahler, je la connais bien, mais il se trouve que je peux aussi, si vous le voulez, vous inviter à venir un jour écouter Kulthum,
Et je vous réciterai par cœur ces textes-là. Et puis le lendemain, on ira assister à un concert de musique andalouse entre nous. Et vous allez voir, c'est magnifique. Et puis même si vous voulez pousser votre curiosité, je vous inviterai au festival Gnawa et Essaouira. Alors là, en général, ça crée, parce que Mahler, on connaît, Keltoum, on en a peut-être entendu parler. La musique andalouse, c'est quoi? C'est marocain, oui. Et les Gnawa, ça se passe où? Ça se passe dans tout le Maroc, mais de temps en temps à Essaouira. Et là, je dis ça sous forme de boutade, mais je dis ça parce que ce sont ces ressorts qui sont ceux de la modernité, qui sont ceux d'un humanisme que nous avons, qui a malheureusement déserté beaucoup de nos rivages. C'est tout cela le Maroc d'aujourd'hui. Et s'il y avait à simplement parler de singularité, c'est sur ce registre que je veux l'écrire et que je veux l'inscrire. Pour le reste, peut-être que dans le débat, on y reviendra. Merci André Azoulay. Tous ces choix fondamentaux, ce puzzle dont vous parlez, cette mosaïque d'inspiration, tout cela, j'imagine, doit se retrouver dans la diplomatie marocaine et dans la réflexion même ou la philosophie de cette diplomatie. Nous allons écouter Fatala Sigil-Massi. Merci beaucoup et chers amis, monsieur l'ambassadeur, participantes et participants, permettez-moi de commencer par partager avec vous ma joie, mon émotion de me retrouver avec autant d'amis, de visages familiers et de revenir à la maison d'une certaine manière et d'être en particulier dans cet institut du monde arabe qui joue un rôle important dans la promotion et le rapprochement des cultures. Je suis aussi très sensible au fait que vous m'ayez associé à cette réflexion, cher Abdelmalek Alaoui, autour de cet ouvrage remarquable pour évoquer certains sujets et contribuer au débat qui sera certainement très intéressant ce soir. Je dis ouvrage remarquable d'abord parce que je l'ai lu, ensuite parce que j'ai cherché, comme en bon marocain, j'ai cherché la critique, et je ne suis pas d'accord sur tout, mais je peux vous dire que c'est un ouvrage remarquablement écrit et documenté. Et d'ailleurs, posant et interpellant plusieurs questions, certaines d'ailleurs ayant trait à ce que je fais aujourd'hui, et donc, voilà, objet de débat, objet de discussion, et pourtant en lui-même une ambition. Alors, le grand avantage quand je parle après André Azoulay, c'est qu'on réussit des transitions sans avoir coordonné, mais c'est comme ça. Et l'élément sur lequel je voulais faire mon intervention est finalement le prolongement peut-être un peu plus détaillé du troisième pilier que vous évoquiez, qui est le pilier, en réalité, des relations internationales du Maroc, sur lequel je voudrais commencer par dire que le mot qui ressort d'ailleurs de tout le développement qu'André Azoulay a fait très éloquemment, et qui explique finalement de façon très naturelle, très spontanée, très sereine, les réalités, la composante essentielle des relations internationales du Maroc aujourd'hui, c'est le mot d'ouverture. C'est une ouverture au monde, une ouverture à notre environnement, une ouverture qui est d'abord le fruit de notre histoire, ça a été, je pense, très largement évoqué, et qui donne des réalités. Ces réalités ont comme résultat opérationnel que nous sommes dans une relation forcément ouverte, proactive, avec un environnement international dont je voudrais simplement faire un bref tour d'horizon avec vous, simplement pour planter le décor, et bien entendu, dans le débat, nous aurons peut-être l'occasion d'approfondir quelques autres points. En commençant, bien sûr, pas bien sûr d'ailleurs, mais simplement quantitativement, en termes d'importance pondérée dans les relations internationales, en commençant par l'Union européenne, dont la relation avec le Maroc est une relation de tout temps,
et qui a évolué dès les premiers jours post-indépendance marocaine, post-retour à l'indépendance marocaine, avec une intensité permanente, et j'allais dire une intensité pionnière, puisque je peux témoigner devant vous, et ayant vécu certains épisodes, André Azoulay en a vécu bien d'autres, que dans la relation méditerranéenne, sur laquelle je dirais un mot également, le Maroc a toujours été pionnier. Pionnier pourquoi ? Parce que, naturellement, il y avait une relation avec l'Union européenne qui, dès les premiers jours, à 6, 12, 15, 28 et point de suspension, il y a une naturelle force d'attraction entre le Maroc et l'Union européenne. Et ce n'est pas pour rien que je vous invite simplement à retenir un concept que je trouve nous n'avons pas suffisamment mis en valeur, mis en relief, qui est celui du statut avancé de la relation du Maroc avec l'Union européenne. Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte. 2008, l'Union européenne accorde un statut avancé à la relation avec le Maroc. Alors, il faut quand même mesurer l'importance politique de ce geste. Un statut avancé. C'est un statut avancé qui est avant tout la reconnaissance, la concrétisation d'un certain nombre d'éléments qui ont avancé, et certains ont été, bien entendu, évoqués antérieurement. Et donc, c'est tout à fait naturellement qu'il y a une relation qui continue de s'approfondir, et je voudrais faire un commentaire à l'intérieur de cette relation Union européenne, où il y a naturellement, j'allais dire, les alliés partenaires traditionnels du Maroc, la France en premier lieu. On a parlé de sa place de numéro 1 dans ces relations, tous paramètres confondus. L'Espagne, également, dans une relation très forte et dans une relation qui a connu énormément d'avancées positives dans la consolidation de cette relation. Mais il y a également, à l'intérieur de cette Union européenne, une diversification qui a permis de consolider des relations que, sincèrement, je trouve évoluent dans la excellente direction avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec l'Europe du Nord d'une manière générale, dans la diversité de ce que suppose l'intégration de la vision stratégique à l'intérieur de cette Union européenne, aujourd'hui à 28, et qui nécessite tout de même que nous soyons avec un ensemble qui, en apparence, est homogène, mais qui, bien entendu, nécessite de décliner cette intensification des relations en fonction également des différentes réalités. Et je pense qu'il faut prendre toute la mesure de ce statut avancé. Ce statut avancé, j'allais dire, il est naturellement complété par, et c'est le deuxième volet de ma présentation, cette ouverture, là aussi naturelle, j'allais dire plus que naturelle, vers l'ensemble maghrébin, l'ensemble méditerranéen, pays arabes, MENA, la région qu'on appelle aujourd'hui MENA, Middle East, North Africa, jusqu'au prolongement dans les pays du Golfe. Et là aussi, je pense qu'il y a une constante que malgré les difficultés qui peuvent exister, et reconnaissons-le entre nous, nous vivons dans une région sud-méditerranéenne et notamment dans une région maghrébine où le taux d'intégration régionale est un des plus faibles au monde, si ce n'est le plus faible au monde, par rapport à une région qui est, j'allais dire, avec une proximité géographique. Mais néanmoins, il y a une constante dans l'approche qui est celle de parier sur l'avenir, s'ouvrir sur l'avenir et faire en sorte que nous puissions continuer à considérer l'intégration maghrébine, l'intégration méditerranéenne, le renforcement de nos relations avec l'ensemble des pays arabes jusque dans les confins du Golfe comme un axe central, prioritaire, stratégique pour le développement du Maroc. Cette ouverture également, elle est naturelle. Et je vais vous donner quelques illustrations. Je suis toujours très impressionné de voir, et beaucoup dans la salle, je le sais, viennent de cette région, le développement de la région de l'Oriental,
extraordinaire développement pour ceux qui s'y sont rendus récemment. L'oriental, qui bien entendu est la porte vers notre voisin immédiat, l'Algérie, avec une autoroute qui arrive, avec même dans la programmation du grand projet de TGV, je peux vous le dire, pour y avoir travaillé pendant quelques années, que le schéma global inclut cette dimension. Donc l'axe est là. L'axe est là. Nous avons également, dans le cadre de cette approche Méditerranée occidentale, une participation marocaine active dans ce qu'on appelle le groupe des 5+5. C'est les 5 pays d'Europe du Sud, Méditerranée occidentale, et les 5 pays du Maghreb. Je rappelle également que le siège de l'UMA est à Rabat, et je rappelle enfin que le Maroc, pour aller plus vers la profondeur méditerranéenne et Moyen-Orient, est signataire de l'accord d'Agadir qui réunit le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Tout ça pour dire que nous avons toujours cette indication d'ouverture, toujours cette indication de projection, avec, ne l'oublions jamais, avec des réalités. Parce qu'on parle beaucoup de problèmes et je le disais tout à l'heure, de l'intégration régionale qui est très faible dans la région. Mais à l'heure où nous parlons, il y a des réalisations qui sont faites par des entreprises, au-delà des gouvernements, au-delà des initiatives institutionnelles. Il y a des réalités. Je vois devant moi M. Larbi, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. L'usine de Renault à Tanger exporte en Égypte, à partir de Tanger. L'unité de peinture qui a vécu un drame l'année dernière, Colorado, a une joint venture avec des Tunisiens. Il y a des choses qui se passent au niveau des entreprises, au niveau des initiatives, et je pourrais vous en citer plusieurs exemples, simplement pour dire qu'il y a cet appétit, cette ambition, cette volonté, et rien ne, je crois, ne détournera le Maroc de cette ambition maghrébine, de cette ambition méditerranéenne et de cette ambition de renforcement de la relation avec l'ensemble des pays arabes. Je rappelle également la très forte intensité des relations avec le Conseil du Golfe, Conseil de coopération du Golfe, qui, à mon avis, a également donné une impulsion nouvelle à cette dimension-là. Et donc c'est tout à fait naturellement que le Maroc a joué un rôle, là aussi pionnier, j'ose le dire, dans la construction méditerranéenne. Avant, on l'appelait processus de Barcelone, et puis aujourd'hui, Union pour la Méditerranée. On me demande de raccourcir, donc je vais plus vite, et je voudrais simplement parler également de la profondeur africaine, pour dire simplement que cette profondeur africaine est aujourd'hui une réalité. Nous ne sommes pas en train de parler d'un objectif uniquement, ou bien d'une ambition, ou bien d'un vœu. Nous sommes en train de parler de réalité quotidienne. Et je voudrais simplement dire que les entreprises marocaines présentes en Afrique, qu'elles soient dans le domaine de la banque, des assurances, des industries, produits pharmaceutiques, cimenterie, tant d'exemples que je pourrais vous donner, ce sont des réalités quotidiennes. Nous ne sommes pas en train de parler de projection, nous ne sommes pas en train de parler de vœux pieux, nous sommes en train de parler d'une centralité qui est en train de s'opérer entre une vision euro-méditerranéenne et africaine, dans laquelle, je pense, le Maroc a toute sa place. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Le modérateur est toujours un peu un castrateur, vous m'excuserez. Je vais maintenant donner la parole à Abdelmalek Alaoui, qui est l'animateur d'un think tank qui a participé, qui est à l'origine de ce livre. Je vous rappelle que c'est autour de ce livre, Le Maroc stratégique, que nous nous rencontrons. Il va nous présenter peut-être ce livre et ce qui a inspiré, en tout cas, sa réalisation. Merci. Je suis vraiment très honoré, très touché qu'une institution qui produit de la réflexion et qui vient du Sud puisse ici au Nord réunir autant de gens. Preuve que le Maroc passionne, qu'il clive, qu'il intrigue et que beaucoup d'entre vous sont intéressés par la production de pensée. Et je dis production de pensée parce que cet ouvrage, qui a été fait
au sein de la MIE, donc l'Association marocaine d'intelligence économique, qui s'appelle maintenant AMI Center. Et l'ouvrage qui s'inscrit dans des temps longs, étant donné que nous avons 2 programmes. Un programme dans les temps courts qui s'occupe d'exécution. Et donc cette année, nous avons sorti une feuille de route pour une stratégie nationale d'intelligence économique que certains d'entre vous qui s'intéressent à ces sujets-là ont peut-être pu lire. Et nous avions l'ambition, dès l'an dernier, de faire un ouvrage qui parle du Maroc, mais qui ne cède à aucun, on va dire, de nos penchants habituels. Le premier penchant étant l'excès de flatterie, et le second, celui de voir des complots partout, et notamment les complots du Marzen. L'idée qui a présidé à faire cet ouvrage, c'était, en toute liberté, de pouvoir réunir des auteurs qui, sans complaisance, peuvent nous parler des carences, des défis, pour nous aider à produire de la pensée. Et pourquoi est-ce que ce terme pensée revient pour la 2e fois dans mon propos? Parce qu'au Maroc, nous affichons surtout des convictions. Il y a un vide stratégique en matière de production de pensée qui est absolument terrible et qui pose un problème dans le niveau d'ambition que nous avons pour la direction que nous souhaitons emprunter et les chemins que nous souhaitons prendre, notamment au niveau de la stratégie économique qui est, vous l'avez compris, pour AMI Center, au cœur de notre préoccupation. Donc de ces carences et de ces frustrations très fortes, parce que au sein des 42 administrateurs de la MIE, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a aussi des gens avec des sensibilités très différentes. Nous avons le président de la Fondation Abdelrahim Bouhabid, donc il y a toutes les composantes de la palette politique du Maroc qui se retrouvent là-dedans, mais également du Maroc économique. Et nous avons, en privé comme en public, beaucoup de frustration quant à l'exécution d'une certaine ambition et à la lisibilité de ce qu'est en train de faire le Maroc de manière objective. Et donc, partant de ces carences, nous avons monté un triple dialogue, d'abord avec ESCA, École de Management, qui est une des grandes business schools africaines maintenant, et qui nous a très gentiment travaillé avec nous, et grâce à Bouchra, pour essayer de mettre les auteurs dans une même salle et essayer de les faire travailler ensemble. C'est pas tous les jours très simple, surtout quand ils ont de fortes personnalités. Donc je dois dire qu'à un moment, il y a eu des flingues sur la table et c'était un petit peu compliqué de pouvoir rapprocher des points de vue qui étaient irréconciliables. La deuxième très grande conviction que nous avons, et que j'ai moi à titre personnel, c'est qu'il est extrêmement important que cette production de pensée puisse se faire à l'intérieur de colonnes appropriées. Et il faut pour ça que les think tanks du Sud, et moi je suis content d'avoir des entreprises qui sont au sein de AMI Center, parce qu'on est en train de leur expliquer de faire la pédagogie de la production de connaissances, parce que ça a été quelque chose qui a été dévalorisé, encore une fois parce qu'il y a eu très souvent des livres qui étaient trop turiféraires, ou parfois des livres qui étaient trop négatifs. L'idée, si vous voulez, était de pouvoir résoudre ce trilemme économique et politique auquel le Maroc est confronté. Comment un pays qui a 4 gros avantages que j'appelle GSSI, géographie, sécurité, stabilité, infrastructure, comment ce pays n'arrive pas à faire la pédagogie de son grand projet et quels sont les atavismes et les difficultés auxquels il est confronté en termes d'exécution. Et en réalité, la plupart de ces problèmes fondamentaux en termes économiques ont été examinés par cet ensemble de chercheurs et les conclusions ont été parfois désagréables, notamment sur le commerce extérieur. Nous savons aujourd'hui que notre stratégie export a été un échec et que nous avons eu de la difficulté à pouvoir construire de l'industrie manufacturière crédible et que 80% de nos exportations sont des importations aujourd'hui. Mais, d'un autre côté, nous savons aujourd'hui avec une très grande exactitude quelle est la place du Maroc dans la chaîne économique régionale. Nous savons qu'il a l'ambition de devenir un grand équipementier automobile et d'accueillir plus d'usines automobiles et de devenir l'usine du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Et nous savons aussi qu'il n'a pas la taille critique. Aujourd'hui, chez les grandes institutions internationales, les grandes banques, 30 millions de consommateurs, ce n'est pas un marché. Quand ils regardent le Nigeria, qui a 170 millions de consommateurs, qui va faire 300 millions de consommateurs à l'horizon 2030, ils disent, moi, je préfère positionner mon unité industrielle au Nigeria pour pouvoir avancer là-dessus. Et tout ça, c'est aussi pour vous dire qu'il est possible, même dans un think tank libéral, j'oserais utiliser ce terme-là, il est possible d'avoir un débat contradictoire avec des économistes sérieux, avec des sociologues sérieux,
et surtout de poser cette triple question qui a été également au cœur de toutes les analyses soft qui sont au sein du livre. À titre personnel, 1 an après la réforme constitutionnelle et l'arrivée des islamistes à la tête du gouvernement, j'ai eu la crainte de voir un choc des élites arriver au Maroc. J'ai cru que la survenance d'un choc des élites entre une élite francophone installée qui tient la technostructure et qui tient l'économie et les nouvelles élites arabophones et islamistes pouvait arriver à une confrontation majeure dans notre pays. Je l'ai dit, je l'ai même écrit. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes passés de l'autre côté du versant, mais je pense que la confrontation aurait pu être solide. Elle aurait pu être même violente parce qu'elle se situait à tous les niveaux. Elle se situait sur le modèle de société que nous voulons construire. Et je crois que vous avez compris que le Maroc veut promouvoir, je dirais que le Maroc c'est un petit peu comme ces nouveaux matériaux. Vous savez, il est fort et souple à la fois. Il veut promouvoir l'islam du milieu, mais en même temps avoir un islam fort. Il veut pouvoir se projeter dans son espace africain, mais en même temps garder des partenariats forts avec la France qui est son partenaire économique et commercial important. Et c'est cette double élasticité qui nous convient à nous, en tant que société civile et en tant que gens qui essayons très immodestement de participer à la production de pensée pour notre pays. Nous avons également la responsabilité de participer à la production de pensée parce que le troisième pan, et vous voyez que je fais toujours des triptyques, je suis désolé, c'est une déformation d'une école parisienne que vous connaissez tous. La troisième grande carence, c'est la faillite des partis politiques. Il n'existe pas aujourd'hui de véhicule au sein des partis politiques qui produisent de la pensée sur les 10 prochaines années. Je mets au défi quiconque de venir me dire quel est ce parti politique qui nous parle du Maroc de 2025. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, cette prise de responsabilité, elle est tout à fait assumée de la part de notre think tank, et nous acceptons le débat. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis pour le TGV, mais nous avons discuté avec énormément d'autres économistes ou d'autres gens qui sont contre ce projet, qui estiment qu'il faut mettre des trains régionaux à la place. Mais je pense que c'est très important, parce qu'il y a un signe qui est absolument exceptionnel au Maroc et qui s'est produit et qui montre la plasticité de la monarchie et sa capacité à pouvoir absorber le changement. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des débats sur le budget de la cour royale, sur le budget du palais, sur le salaire du roi, et nous avons 0 journaliste en prison aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir le signaler, parce que très souvent, on aime bien se cacher derrière un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il y a encore du chemin à parcourir. Je pense qu'il faut sanctuariser le fait que personne ne peut être mis en prison pour des délits d'opinion. Et récemment, la réactivité d'un membre du gouvernement pour retirer le code numérique parce qu'il y avait un risque, effectivement, que des gens puissent se retrouver en prison à cause de délits d'opinion, c'est quelque chose qui est très important et que tous ceux qui sont épris de démocratie doivent promouvoir et doivent pousser encore plus au sein de notre pays, même si on a d'autres idées sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais je pense qu'il y a un consensus national qui est en train de se former sur ces sujets-là. Voilà, c'est cette triple ambition qui nous a poussé à vouloir faire cet ouvrage. Et je suis également heureux de vous dire que c'est grâce aux administrateurs de la MIE que ce livre vous est offert aujourd'hui, parce qu'il faut aussi des entreprises et il faut aussi des gens engagés pour signer le chèque et pouvoir participer au fait que cet ouvrage soit offert aujourd'hui. Donc voilà, et puis je vous remercie tous encore d'avoir été avec nous. Merci Abdelmalek. Nous allons maintenant aborder plus directement le livre qui est présenté ce soir avec celle qui l'a dirigé, à savoir Bouchra Ramouni Benida. Merci. Bien, merci François. Donc, je commencerai par exprimer ma satisfaction de me trouver ici dans les murs de l'Institut du monde arabe pour parler d'un acteur clé dans la région, aussi pour voir que le Maroc interpelle plus qu'il ne laisse indifférent quand je regarde ces personnes qui sont là debout depuis tout à l'heure et qui n'ont pas abandonné. Donc, mon propos va porter sur 3 points. Je vais essayer d'être brève. Donc, le premier point concernera l'esprit du livre,
Le deuxième point portera sur le contenu, un bref aperçu du contenu, pour terminer sur le choix des auteurs. Alors, si je devais décrire le livre Maroc stratégique, j'utiliserais 3 qualificatifs. Un livre dépassionné, un livre neutre et un livre plus explicatif que justificatif. Je voudrais aussi dire un mot sur la cible ou le public auquel est destiné ce livre. C'est un public qui demande autre chose qu'une littérature apologétique ou une littérature polémique. Et c'est ce qui explique le choix d'une double démarche, une démarche positive et une démarche normative. Parce que, comme le disait Milton Friedman, la démarche positive, elle débouche toujours sur des questions normatives très importantes. Donc nous avons commencé, effectivement, via cette démarche positive, à faire un diagnostic, un état des lieux, pour par la suite, via la démarche normative, procéder à une prospective et des recommandations. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'esprit du livre. Alors, concernant le contenu, le livre s'ouvre par les fondamentaux du Maroc. Et dans ce chapitre, le Maroc est replacé dans une perspective historique et replacé dans la reconnaissance de toutes ses composantes andalouses, amazighes, hassani, juives et arabes. Alors, ce qui fait que, ou plutôt toutes ces composantes dénotent du fait que le Maroc est au croisement des influences. Et ces influences n'ont pas manqué de marquer, sinon forger son ADN économique, politique, comme l'a si bien expliqué monsieur André Azoulay, conseiller de Sa Majesté. Donc, et dans ce chapitre, qui a été confié à Barak Mikaïl, et tout à l'heure je parlerai des auteurs. Donc, il va conclure pour dire que les réformes, qu'au Maroc, tout se fait par l'évolution et non pas la révolution, et qu'on est engagé dans un processus de réforme depuis je dirais pas le temps long de l'histoire, mais surtout dans l'histoire contemporaine du Maroc, et qu'il y a encore du chemin à parcourir dans le but d'adapter les réformes et le pays aux défis régionaux et de satisfaire toutes les composantes culturelles dont on a parlé tout à l'heure. Alors le deuxième chapitre, c'est un chapitre dans lequel l'auteur, qui est une femme, Yasmine Naji, alors l'auteur juge plus qu'utile de définir les attentes paradoxales de la société marocaine, qui est une société en pleine reconstruction identitaire. Reconstruction identitaire où s'entremêlent à la fois modernisation, démocratisation et un retour en force du religieux. Et Yasmine Naji, dans ce chapitre, elle aborde 3 points. Les 2 premiers points, elle pose, pour pouvoir les analyser, des questions. Elle part d'une question. La première question, c'est qui sont les Marocains ? Et surtout, qui sont ces Marocains qui ont voté, qui ont fait le choix d'être gouvernés par un parti des islamistes. Et sa deuxième question, et là, bien sûr, par respect de la fluidité, la deuxième question, alors, cette gouvernance islamiste, est-ce qu'elle peut être un problème pour la démocratie ? Est-ce qu'elle peut poser des limites à la démocratie ? Le troisième point, là, elle ne pose pas de questions. Yasmine Naji, elle affirme que les femmes représentent l'avenir de la démocratie au Maroc. Et je peux vous assurer que moi, personnellement, j'adore ce chapitre. Voilà, donc... parce que j'adore, parce que non seulement parce qu'il est fait par une femme et qu'il aborde la question du genre. Alors, elle conclut, donc, à travers cette affirmation, qu'elle rappelle l'importance de l'application du principe constitutionnel d'égalité des sexes.
Alors, une fois les fondamentaux développés, disons les caractéristiques de la société marocaine établies, ben je crois que c'est les deux piliers de l'identité marocaine. Et comme nous le savons tous, pour comment dirais-je, faire une analyse géopolitique d'un pays, je crois qu'il faut commencer par l'identité d'abord de ce pays. Et donc, c'est ce qui a expliqué effectivement le troisième chapitre, à savoir excusez-moi, c'est plutôt Meditage dans ce chapitre, il pose la question se pose la question autour de l'émergence géopolitique du Maroc. Donc je dis bien il se pose la question. Et donc dans ce chapitre, Meditage, bien sûr, lui aussi, il fait donc dresse le profil géopolitique du Maroc, tout en précisant que c'est un profil qui est forgé par l'histoire, par la culture et par la géographie. Et dans ce chapitre, il met en évidence que le Maroc est face à une équation géopolitique à plusieurs inconnus. Et donc, il a défini d'équations géopolitiques complexes. Pourquoi complexe? Parce qu'effectivement, il y a toutes ces inconnues, plusieurs variables, choc des révolutions arabes, un Maghreb fragmenté avec un avenir incertain aussi, une Europe en crise, un Moyen-Orient sous tension et l'émergence des nouvelles puissances qui ont changé un peu donc l'échiquier géopolitique mondial. Alors, et pour finir, donc Meditage, dans ce chapitre, il donne des scénarios d'évolution dans la région, tout en précisant quel pourrait être le rôle que le Maroc serait amené à endosser. Alors, par la suite, donc, dans ce livre, et je regarde Alexandre Kateb parce que donc c'est l'aspect économique. Donc, nous transitons vers effectivement une analyse économique du Maroc. C'est une analyse qui est tridimensionnelle, dans laquelle les auteurs ont donné des clés, disons, d'analyse de l'aspect macroéconomique. Aussi, un zoom a été fait sur l'aspect commercial et avec une approche de la gouvernance au Maroc. Alors, cette analyse économique, je vais la présenter en deux mots parce que Alexandre en parlera, montre que certes le Maroc dispose de plusieurs atouts, mais il existe encore des pesanteurs structurelles, qu'il va falloir surmonter pour ne pas compromettre les promesses de toutes les réformes qui ont été, lancées et certaines politiques récentes. Alors, pour terminer, donc aussi sur une analyse de la gouvernance faite par Nabil Bayhia, executive partner de Mazars et qui est avec nous. Et donc, effectivement, Nabil Bayhia qui a retracé l'évolution de la gouvernance au Maroc. Alors, dernier point, le mot sur les auteurs. Alors, on a eu des recours à des auteurs d'horizons différents. Quand je dis d'horizons différents et de nationalités différentes. Donc, je vais me permettre de le dire avec fierté. Nous avons Bara Mikhail, qui est franco-syrien et qui est directeur de la recherche, qui était directeur de recherche à l'IRIS et qui est actuellement directeur de recherche chargé du MENA, Middle East and North Africa, à la FRID à Madrid. Alexandre Kateb, qui est franco-algérien, donc et qui franco-russo-algérien parce que il est de père algérien, de maman russe, voilà, et de nationalité française. Donc nous avons aussi Hassan Abdelmalki qui est un Marocain résident à l'étranger, qui est un franco-marocain, qui est un professeur à l'université
de Lyon. Et le choix de le Hassan Abdelmalki, par exemple, juste pour parler de cet exemple, quand on a voulu aborder l'aspect commercial, nous avons choisi le Hassan Abdelmalki, non pas parce que c'est un Marocain qui habite en France ou qui est professeur à l'université de Lyon, mais parce que Hassan Abdelmalki est la personne indiquée qui a travaillé énormément sur l'insertion commerciale dans l'économie mondiale. Donc son dernier livre a été même préfacé par le président de l'OMC, voilà, Pascal Lamy. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver les auteurs idoines. Donc, voilà. Et donc, ce sont des auteurs qui n'ont... excusez-moi, j'ai oublié de parler de l'auteur la plus intéressante, parce que c'est une femme, toujours. Donc, c'est Yasmine Anaji, qui est philosophe, journaliste, et qui mène des travaux de recherche sur la démocratisation. Et donc, je crois que je n'ai oublié personne là, parce que la liste, voilà. Donc Nabil Bayhia, donc je crois que je l'ai déjà présenté. Donc tous ces auteurs ne sont pas partie prenante des débats, et parce que l'objet du livre, c'était de s'assurer un regard croisé, un regard distancé, pour pouvoir effectivement répondre aux attentes de la cible que nous sommes, fixés au départ, une cible qui ne cherche ni l'apologie, la littérature apologétique, ni une littérature polémique, qui a besoin de connaître la réalité du Maroc, voilà, en 2013. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. La parole est donc à l'économiste algéro-russo-français. Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Merci de m'avoir associé à ce beau projet grâce à mes amis Abdelmalek et Bouchra. De fil en aiguille, j'ai été amené à m'intéresser au Maroc ces dernières années et ensuite, à travers des différents projets, à m'intéresser davantage à l'économie marocaine, tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue vraiment de praticien à l'occasion de différents projets pour des entreprises. Et donc j'ai été très heureux d'être associé à ce projet, d'autant plus que je trouve que ce projet incarne quelque part une nouvelle génération d'études et de réflexions, non seulement au Maroc, mais aussi dans toute la région MENA. Et je crois que le travail qu'a fait l'AMIE Center et Abdelmalek Alaoui en sa qualité de président, c'est vraiment un travail qui est précurseur et qui est nécessaire. Et je dis ça sans flagornerie excessive, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Quand je regarde d'autres pays que je connais, comme l'Algérie par exemple, malheureusement, il y a quelques initiatives par-ci par-là, mais on n'atteint pas la même qualité de débat. Alors ça viendra peut-être, j'espère, et je serai peut-être associé à ces travaux, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà, exactement, peut-être plus maintenant. Non, je pense que blague à part, effectivement, c'est quelque chose qui doit être émulé et qui doit au contraire servir d'exemple à d'autres pays. Et même en France, je dirais que ça peut donner des idées à certains partis politiques qui peut-être s'endorment un peu trop sur leur laurier une fois arrivés au pouvoir. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc je vais garder la teneur de mes propos sur le Maroc aujourd'hui. Moi, dans le chapitre sur lequel j'ai contribué, j'ai essayé d'analyser, disons, la trajectoire de ce pays et de cette économie marocaine sur longue période, et de voir depuis l'indépendance finalement ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser, et effectivement de faire la part des choses entre les atouts et les pesanteurs, comme cela a été évoqué, et puis d'analyser un petit peu comment justement transformer cette dynamique d'émergence en véritable réalité pour franchir un cap supérieur. Alors, les constats sont toujours très, très difficiles à dresser face à des réalités très complexes.
Je crois qu'en matière d'économie, du développement ou de l'émergence ou d'économie internationale, il n'y a pas de vérité, disons, intemporelle. Il y a plutôt des faits stylisés, ce que j'appelle des faits stylisés, qui sont adossés à des raisonnements. Ces raisonnements changent dans le temps en fonction de nouveaux éléments, en fonction des expériences, en fonction aussi des progrès de nos connaissances. Et donc, c'est un constat qui se veut partiel, mais j'espère pas partial. Hein. J'ai essayé d'avoir une certaine objectivité. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est cette dualité vraiment du Maroc, qui est connue, hein, mais qui est vraiment frappante entre, d'une part, une modernité assumée et une modernité affirmée, notamment au niveau des élites économiques, au niveau du tissu urbain, hein, avec des projets phares qu'on voit maintenant qui structurent le paysage, notamment le TGV, mais d'autres projets, le port de Tangemed qui est unique dans la sous-région, et puis cette volonté affirmée de se projeter dans l'avenir, vers le futur, qui m'évoque un petit peu le film de Wong Kar-wai, je ne sais pas, que vous avez peut-être vu, 2046. On voit une espèce d'histoire d'amour qui s'étale sur 50 ans entre la Hong Kong britannique et la Hong Kong chinoise, donc après la fin du mandat britannique, avec ces scènes qui se passent dans un TGV, dans un décor ultra moderne. Et pour moi, c'est un peu ça le Maroc, cette espèce de décor ultra moderne et en même temps en toile de fond. Il y a des éléments qui le rattachent à une réalité peut-être beaucoup moins reluisante, qu'il faut changer, sur lequel il y a une véritable prise de conscience, mais qui est là. Hein. C'est un pays où on a à la fois le plus important taux d'accès à Internet dans tout le monde arabe, et en même temps l'un des pays qui a le niveau de développement humain l'un des plus faibles du monde arabe, avec le Yémen. Donc c'est quelque chose d'une réalité qui est vraiment duale. C'est un pays où on trouve des élites économiques, techniques qui sont à la pointe, formées dans les plus grandes universités mondiales, et puis en même temps une partie de la population qui reste encore analphabète, ou en tout cas à l'écart du développement et à l'écart du progrès technique. Alors face à ce constat, ce qui me frappe aussi, c'est que la prise de conscience sur ces réalités a débouché sur une véritable politique de réforme, une politique de transformation qui a été initiée par feu le roi Hassan II, déjà avec des conseillers dont M. Azoulay, qui ont joué un rôle très important dans cette volonté de transformation. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième ou la troisième génération de réformes impulsées par Mohamed VI, avec véritablement un passage d'une logique top-down, technocratique, à une logique beaucoup plus participative, qui souhaite associer la population, qui souhaite aussi ouvrir le champ au niveau politique, avec cette démocratisation progressive, hein, qui a évité les affres de ce qu'on appelle le printemps arabe. Je ne sais pas si on doit encore l'appeler printemps arabe, hein, quand on voit ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le Maroc fait figure d'exception à ce niveau. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Maroc pour accélérer son émergence, et quel type de politique appliquer? Je dirais, moi, ce que je vois en termes de carence, c'est le poids de l'informalité, qui reste très important. Le poids de l'informalité qui se traduit par une trappe à productivité, une productivité qui est tirée vers le bas par ce poids de l'informalité, par cette
ces travailleurs qui constituent entre 40 et 60% de l'emploi, disons, non agricole, qui ne bénéficient pas d'un encadrement, on va dire, social, fiscal, en termes de formation adaptée. Et donc là, il y a un véritable travail pour réintégrer tous ces gens-là dans la sphère de l'économie formelle, avec un véritable investissement en termes de formation, en termes de qualification, et qui a des externalités positives évidentes. Quand on regarde un pays comme le Brésil, sur lequel j'ai un peu travaillé aussi, le Brésil a réussi en une décennie à réintégrer 20 millions de personnes du secteur informel vers le secteur formel. Donc il n'y a pas de fatalité vraiment à ce niveau. Il y a, si la volonté est là, si l'effort est soutenu, on peut arriver à résorber cette informalité et à générer un cercle vertueux, puisque le rendement social et individuel, par exemple, de la formation supérieure, n'est valable que dans le secteur, dans un secteur formel où il y a cette boucle positive entre salaire et formation. C'est moins évident dans le secteur informel. Donc ça, c'est, je dirais, un des points qui me semblent les plus importants à traiter. Le deuxième point, c'est la transformation structurelle de l'économie marocaine, notamment la transformation intersectorielle, le passage de l'agriculture vers l'industrie et les services, où là, effectivement, cette transformation a été engagée. Il y a une vingtaine, une quinzaine d'années, bien évidemment, mais il reste des progrès à faire, sachant que 40% de la population active est encore employée dans le secteur rural et qu'il y a des gisements de sous-emploi importants et donc des gisements de productivité à exploiter pour favoriser le déversement de cette population vers le secteur, vers l'industrie et les services. Alors pas forcément sous forme d'exode rural, ça peut être fait en fixant ces populations, en encourageant des formes d'urbanisation et d'industrialisation par le bas, comme ça a été fait dans beaucoup d'autres pays émergents, dont la Chine est l'exemple un peu archétypique, puisqu'en Chine, on parle beaucoup de cette formidable industrialisation, mais l'essentiel, c'est fait dans les villages et dans les petites villes, et pas dans les grandes mégalopoles, comme on le croit souvent. Donc cette capacité à accélérer le déversement intersectoriel à travers l'application des politiques de formation, à travers aussi peut-être des transferts ciblés de revenus, sur le mode, là encore, de ce qui a été fait en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, et on parle beaucoup de réforme de la caisse de compensation. Aujourd'hui, effectivement, cette réforme n'a de sens que si elle est couplée avec des mécanismes compensatoires ciblés sur les populations les plus défavorisées. Et là encore, il y a des exemples qui montrent que c'est possible et que le ciblage n'est pas si difficile que ça. Donc l'encouragement de cette dynamique, disons, de transformation par le bas, couplée à une montée en gamme et à la continuation, voire l'intensification de tous les efforts qui ont été faits pour la montée en gamme de l'industrie marocaine, pour l'investissement dans la R&D, dans la formation, dans l'intelligence économique, et c'est le cas de le dire avec une association comme l'AMI, qui œuvre dans ce domaine, puisque là aussi, aujourd'hui, on est dans un monde concurrentiel. Le Maroc a fait le choix de l'ouverture. Il ne peut pas, a priori, revenir en arrière. Et donc, la seule, je dirais, la seule issue, c'est d'aller encore plus loin dans l'ouverture, sans être naïf, bien entendu, sans être dupe de toutes les pratiques anticoncurrentielles qui peuvent exister dans le monde. Et j'ai écouté une interview très intéressante du ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Alami, qui insistait sur ce point. Effectivement, il y a peut-être une prise de conscience aussi à ce niveau-là, mais ça ne peut passer que par une montée en gamme ultérieure de l'industrie et par le développement de cette intelligence collective qui finalement est un petit peu la marque du Maroc et qui le distingue des autres pays de la région. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Selon l'usage, vous pouvez poser des questions. Alors je vous rappelle qu'une question, ça se présente sous une forme interrogative et que d'autre part, une bonne question est une question courte. Donc nous attendons vos questions.
peut-être rassembler quelques questions et vous vous présentez, s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Drissa Hidda, je suis docteur en sciences de gestion. J'ai enseigné pendant plusieurs années au Maroc. Avant de retourner en France, je suis universitaire et je suis membre élu du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche en France. Alors, je voudrais poser 3 questions, si vous permettez. Courte. Monsieur André Azoulay s'est félicité que la France ait repris sa première place comme premier partenaire. Monsieur Ftallah Sejilmassi a parlé de la profondeur africaine. Je voudrais vous interroger si vous avez pris connaissance d'un rapport du Sénat, numéro 104, qui parle justement de l'avenir de la France, l'Afrique et l'avenir de la France, et qui situe, avec une interrogation très inquiétante, qui situe le Maroc comme pays oriental et qui s'interroge sur la conquête du continent noir. Si on dirait que le Maroc n'est pas un pays africain, et dans ce sens, est-ce que le Maroc est un véritable partenaire? Parce que le fait que ces sénateurs s'interrogent, il y a question. Et je fais la transition justement avec la deuxième question par rapport au choc des élites dont vous aviez parlé tout à l'heure. Est-ce que ceci ne traduit pas quelque part l'échec de l'éducation, de l'enseignement? Parce que, au lieu d'être inféodé à tel ou tel réseau ou à tel ou tel pays, est-ce qu'on ne doit pas mettre l'intérêt du Maroc au-dessus des intérêts partisans étroits particuliers? Et ma dernière question, il y a un livre qui est sorti dans les années 90 qui s'interrogeait sur le Maroc prochain dragon. Donc, aujourd'hui, on s'interroge et aucun rapport ne fait référence au Maroc comme pays émergent. Est-ce qu'il serait possible rapidement de nous dire quels sont les atouts, quelles sont les limites? Je n'ai pas entendu parler justement, j'en finis, je vous remercie, des carences, des limites du système éducatif marocain, qui est une véritable plaie. Et je termine avec les formations politiques dont vous avez parlé, à mon sens, qui sont de véritables champs de ruines et qui constituent un handicap. Et là, je pousse plus loin la provocation en posant la question, est-ce qu'il ne faudrait pas les dissoudre? Merci. On peut prendre une deuxième question, peut-être. Une deuxième question. On va prendre plusieurs questions et ce sera plus. Il reste un quart d'heure. Sujet, les relations avec l'Algérie. Il y a eu récemment un regain de tension entre l'Algérie et le Maroc, ce qui est toujours un peu étonnant au vu de l'Europe, compte tenu de l'unicité culturelle, religieuse, etc. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait à moyen terme une normalisation des relations avec l'Algérie? Merci, monsieur. Troisième, et puis merci. Il y aura une réponse. Jacques Daoudia, acteur au Maroc et acteur en France. J'ai juste trois points questions. La première qui concerne les migrants marocains, qui sont très nombreux dans le monde et qui ont un rôle à jouer dans cette émergence, au plan économique, bien sûr aussi au plan politique. Et quand je parle des migrants, je parle des migrants dans toutes leurs dimensions, pas seulement les surdiplômés, ce qui sont effectivement très importants, mais aussi tous ces milliers de migrants qui sont dans le monde entier et qui viennent du plus profond des régions du Maroc, des régions rurales, et qui aussi ont un rôle pour relier toutes les parties du Maroc, et pas seulement le Shining Morocco qui pourrait être défini par les grandes infrastructures, les technopoles, les agropoles, le TGV et Méditerranée, mais aussi les millions et les millions de Marocains qui sont pas, disons, qui ne seront pas rapidement intégrés dans ce schéma. Le deuxième point, moi j'ai beaucoup travaillé sur des questions économiques d'émergence en Asie notamment, et je salue les efforts depuis très longtemps, les efforts stratégiques, de pensée stratégique du Maroc. Moi je l'associe au fait dynastique. Quand on a une dynastie, on pense très long terme, on pense plusieurs siècles. Moi je viens d'Algérie, un pays où il n'y a pas de vision stratégique. En Tunisie non plus.
Donc je pense que cette vision stratégique est extrêmement importante et extrêmement bien développée. Par contre, les enseignements que j'ai tirés des émergences en Asie, c'est qu'il y a une faiblesse en termes de coordination. Coordination d'acteurs au plus haut niveau, au plan politique, mais aussi coordination à toutes les échelles des organisations de la société, jusqu'à un lycée, une commune, un hôpital, etc. Donc ma question, c'est est-ce que cette difficulté de coordination, elle est perçue par les auteurs du livre? Et je voudrais juste, le dernier mot, témoigner donc de l'ouverture du Maroc. Moi, je suis algérien et français, et j'ai été extrêmement bien accueilli, à la fois personnellement, mais également comme acteur dans le développement rural au Maroc, et vraiment, je vous remercie. Merci. Peut-être répondre? André Azoulay, une question vous était adressée. Je serai très rapide sur ce rapport du Sénat qui est excellent, par ailleurs, parce qu'il est très riche et il est très exhaustif. La question que vous évoquiez tout à l'heure sur l'Afrique et les menaces que, je dirais, les ambitions marocaines ou la légitimité de la présence marocaine sur le continent africain poserait par rapport aux intérêts français, les sénateurs posent la question, mais apportent la réponse, en imaginant, comme vous l'avez vu dans ce rapport, une reconfiguration du partenariat maroco-français ensemble pour aller en Afrique. Et il y a tout un chapitre consacré à cette vision de relocalisation des intérêts français en Afrique à partir d'un partenariat très fort construit avec le Maroc, pays africain. Parce que dans la longue chaîne des diversités que j'évoquais tout à l'heure pour mon pays, il y a aussi pour nous cette légitimité de nous présenter en tant que Maghrébins, en tant que partie du monde arabe, avec cette vision ou ce regard sur l'Europe. Je ne vais pas aller jusqu'à dire, comme je le fais de temps en temps, que le détroit de Gibraltar est un accident de la géologie et n'est pas. Nous pourrions aussi avoir une autre légitimité européenne. Mais l'Afrique, nous le sommes complètement et totalement. Et la France, dans ce rapport, le dit. Enfin, les sénateurs, en tout cas, qui ont visité le Maroc, qui ont visité l'ensemble du Maghreb pour recueillir les positions de chacun des pays de notre région sur, justement, cette perspective africaine pour demain, ils ont conclu que le Maroc est la porte d'entrée, le hub, le mieux indiqué, le mieux préparé et le plus, le plus opportun pour la France, dont une partie des industriels, des banquiers, des financiers ont décidé de se retirer du continent africain il y a une quinzaine d'années. Et le Maroc, par un opportunisme bien pensé et bien vu, a effectivement fait l'acquisition d'un certain nombre de positions françaises cédées à ce moment-là, mais le Maroc est à l'écoute justement pour cette reconfiguration dans une perspective qui est celle de la relocalisation, mais pour un partenariat qui serait celui d'acteurs égaux. Ce chemin à refaire ensemble en Afrique, le Maroc le fera en tant que pays majeur, guidé par ses propres intérêts et ouvert à toute réflexion de partenariat intelligent de la nouvelle génération, et où nous serons dans une logique, encore une fois, de partage un peu plus équitable de la valeur ajoutée que nous créerons ensemble, dans une perspective aussi de co-gouvernance ou de co-responsabilité partagée entre partenaires égaux. Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous voulez répondre à une question. Oui, je voulais simplement, à travers un exemple concret, répondre à deux questions, en tout cas deux thématiques qui sont revenues par certaines questions. Je voudrais simplement partager avec vous une expérience vécue qui est celle, dans le cadre de mes précédentes fonctions à l'Agence marocaine de développement des investissements, à travers l'investissement réalisé par le constructeur aéronautique Bombardier à Casablanca. Et à travers cet exemple, je veux toucher deux points. Le premier point, ne croyez surtout pas que
c'est l'agence marocaine de développement des investissements, dont j'étais directeur général, qui a ramené Bombardier au Maroc. Et ne croyez pas tous ceux qui vous disent « c'est moi qui ai ramené ». Bombardier est venu au Maroc parce qu'une Marocaine est dans le top management de Bombardier, et c'est cette dame que personne ne connaissait qui a été le maître d'œuvre de la décision interne de Bombardier de s'installer au Maroc. À travers cet exemple, je veux rebondir sur ce que Jacques a dit très justement. Peut-être que je ne dirai pas le mot migrant parce que moi je migre tous les jours, mais les Marocains dans le monde, dont je veux ici dire la force, la vitalité, le patriotisme et la véritable valeur ajoutée que cela représente dans tout ce que le Maroc peut considérer aujourd'hui comme étant une avancée, une évolution, etc. Je veux vraiment mettre en évidence l'importance de cette dimension et tout simplement à titre personnel rendre hommage à cette communauté marocaine et tous ces Marocains qui, à l'exemple de Souad Ma'alem, font et sont dans l'action au quotidien. La deuxième chose que je voudrais dire sur cet exemple, c'est que lorsque nous étions dans la négociation, nous étions en concurrence avec qui? Nous étions en concurrence avec deux pays qui ne sont pas du tout dans la région Afrique du Nord. Et je peux vous dire, et c'est pour ça que c'est très important de savoir quel est le référentiel, tout à l'heure nous en parlions, le référentiel par rapport auquel on se compare, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé l'interrogation dans le livre « Pourquoi le Maroc a moins émergé que d'autres ?» L'autre, c'est la bonne question. Avec qui nous comparons-nous? Et quel est le référentiel? Parce que lorsque vous êtes en concurrence avec un pays comme le Mexique, c'est quand même sacrément différent et c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver les ressorts et les arguments et les faits pour véritablement faire en sorte que nous puissions réaliser l'investissement. Cela a été fait, et mon dernier point sur cet exemple concret, ça a été fait, la décision a été finalisée en novembre 2011. C'est-à-dire qu'au moment où la presse internationale n'avait pratiquement qu'un seul mot à la bouche, qui était les printemps arabes. Et je crois que tout ça montre qu'aujourd'hui, il y a des dimensions qui sont réelles. Et je terminerai simplement par dire que la grande différence peut-être entre le discours marocain, et dont je partage d'ailleurs avec toutes les problématiques qui restent posées et sur lesquelles nous devons nous projeter avec ambition, mais la grande différence, c'est que nous parlions dans les années 90 au futur, nous parlons à présent au présent avec un regard sur le futur. Et je crois que la démarche, la méthode fait toute la différence. Je pense que les questions sont éminemment liées. Pour répondre assez rapidement sur l'éducation, j'ai une âme de missionnaire pour essayer de faire un livre sur l'économie et la stratégie, mais faire un livre sur l'enseignement, je pense que ça aurait été mission impossible. Si le Haut Conseil de l'enseignement a mis 3 ou 4 ans à mettre en place le plan d'urgence en intégrant énormément de spécialistes, je pense, monsieur, que vous avez déjà été dans des débats où il y a des spécialistes de l'éducation et de l'enseignement. J'ai pas besoin de vous décrire comment ils se terminent généralement, dans la douleur. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que vous avez soulevé, qui est sur la stratégie africaine et sur la question des migrants. Le Maroc n'est pas allé en Afrique subsaharienne, et notamment en zone UEMOA, qui représente peu ou prou 10% de l'Afrique, n'y est pas allé de gaieté de cœur, au début. Il y est allé parce qu'il était condamné à projeter sa croissance vers le sud, parce que la croissance lui est interdite à l'est. Les complémentarités économiques les plus rêvées pour un économiste sont entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie ne produit pas de phosphate, ne produit pas de fertilisants, le Maroc en produit. Le Maroc n'a pas de gaz pour pouvoir produire des fertilisants, et il peut le faire. Il pourrait le faire avec le gaz algérien. L'Algérie ne sait pas produire des logements économiques à 14 000, 15 000 $. Le Maroc est devenu un spécialiste africain du logement économique.
Donc il y a une véritable complémentarité. Et ça amène, monsieur, à la question que vous êtes en train de poser sur les relations entre le Maroc et l'Algérie. Nous sommes ici dans un sanctuaire. Donc je peux partager avec vous une conviction très forte. C'est que la politique des petits pas dans la relation maroco-algérienne a montré ses limites. Aujourd'hui, nous avons besoin, et bottom-up, société civile, acteurs qui pensent que nos destins sont liés, que nous sommes dans une communauté de destin, que nous pouvons créer un marché du Maghreb du centre de plus de 100 millions de consommateurs, nous avons besoin de créer les conditions de la conférence des arrière-pensées entre l'Algérie et le Maroc. Et pour ça, il faut arrêter les suspicions habituelles. Il faut que chaque Marocain, quand il voit un Algérien, ne voit pas en lui un képi et une moustache. Et il faut qu'à chaque fois qu'un Algérien voit un Marocain, il ne voit pas en lui un dévot et un suppôt du Marzen. C'est très important que nous créions un choc de confiance entre le Maroc et l'Algérie. Nous sommes à une échéance très importante pour l'Algérie qui va avoir lieu dans quelques mois. Dans une situation politique compliquée pour ce pays, nous avons besoin de rouvrir les voies de la négociation et de se rappeler que le Maroc a abrité l'armée de libération algérienne, qu'il a aidé Abdelhamid Boussouf, qu'il y avait une armée de fabrication de munitions à Bouzneka pour le Malg. Donc nous avons un passé commun, nous avons besoin d'imaginer notre destin commun, parce qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que tous ces enjeux-là. Ça va sur les enjeux de la migration. Nous avons une responsabilité collective en tant que Maghreb de sédentariser les populations qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que, comme vous le savez, l'Europe ne peut plus, aujourd'hui, recevoir plus de migrants. Donc nous avons besoin d'imaginer pour eux une activité économique, nous avons besoin de les intégrer dans les économies, nous avons besoin de beaucoup de croissance, et donc nous avons besoin de matières premières, de complémentarité entre nos différentes économies, et nous avons aussi à faire le chemin de la tolérance, parce qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues au Maroc, et aujourd'hui nous voyons des actes de racisme qui arrivent. Donc il faut être extrêmement vigilant sur le vivre ensemble, sur cette certaine idée du Maroc. Et je veux que cette certaine idée du Maroc soit contagieuse. Il faut qu'elle soit contagieuse dans toute la sous-région, parce que nous avons un modèle qui est exceptionnel. Gage à nous d'en rester les gardiens résolus, fermes et bienveillants. Voilà, merci. Bouchra, un mot. Voilà, je crois qu'il y a une question sur la coordination entre les différentes stratégies. Je voudrais juste rappeler qu'au Maroc, nous avons adopté l'approche bottom-up et que nous sommes passés du discours à l'action dans le sens où des diagnostics territoriaux se font. Un diagnostic territorial dans une localité, Ben Ahmed, dans Chaouia Wardira, peut-être excusez-moi l'expression, un trou perdu au Maroc. Donc des diagnostics territoriaux qui permettent à chaque localité, territoire, de effectivement détecter et travailler sur lequel des 12 marchés que propose le marketing territorial. Est-ce que c'est les investisseurs? Est-ce que c'est le tourisme? Bon, etc. Mais je peux vous assurer que ça se fait au Maroc et que ce n'est pas que du discours. Autre chose, juste une question, parce qu'on nous a posé une question aussi sur l'émergence, je crois, que nous n'avons pas parlé. C'est bien ça. Donc, voilà, je vous invite à aller à la page 168. Effectivement, la page 168, Lahsen Abdelmalki précise que ni dragon ni émergent, le Maroc construit les bases de son essor économique. Et il dit que le Maroc a entamé cette phase que nous appelons, que les experts appellent la proto-émergence. C'est une phase qui est un préalable indispensable à l'émergence, une phase durant laquelle un pays va rassembler les prérequis institutionnels, etc. Voilà, merci. Merci. 2 dernières questions. Seulement deux. Donc une à droite et une à gauche, ou inversement. Une femme, c'est important, oui. Madame, là, oui, qui est debout. Oui. Je ne sais pas si c'était pour... Je veux parler à deux. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et une question très courte, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci. Excusez-moi. Alors moi, je suis docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Je m'appelle Elias Azmi. Je voulais vous poser une question, mais avant de vous poser la question, faire une petite remarque sur l'ensemble des... Très courte, s'il vous plaît. Très courte la remarque, croyez-moi.
sur le gargarisme qui nous caractérise aujourd'hui et ce soir, sur le particularisme marocain qui, naturellement, dans la situation du monde arabe est plutôt intéressante et on a de la chance. Et on pourrait se dire aujourd'hui, effectivement, on l'a échappé belle. Et là-dessus, on est tous d'accord. Mais en réalité, le Maroc ne devrait pas se poser cette question-là par rapport à l'Est. On parlait de l'Algérie. En réalité, le problème du Marocain, c'est pas l'Algérie, c'est le Maroc. Et la question de la frontière ou des rapports économiques n'intéresse pas les Marocains au premier chef, puisque la majeure partie des Marocains qui vivent très loin des grandes villes ne savent ni lire ni écrire. Ça, c'est une réalité du Maroc et c'est une urgence. Et c'est cette remarque-là, moi, qui m'interpelle et qui me pousse aujourd'hui à vous parler, c'est qu'on a l'impression que le Maroc est presque au top. Il y arrive presque, comme s'il avait presque tout fait. Il n'a pas fait grand-chose et on est en 2013. Et depuis 1956, il ne s'est pas passé grand-chose. Et vous parlez de l'oriental tout à l'heure, région que je connais parfaitement, j'en suis originaire. Et c'est une catastrophe, puisqu'en 50 ans, il ne s'est presque rien passé. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà, et j'aimerais vous poser la question, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de débattre sur le livre, dans le fond, y a-t-il urgence pour vous sur la question de l'État marocain et de la situation des Marocains à la fois chez eux, au Maroc, et à l'étranger, parce qu'ils sont nombreux à vivre à l'étranger, et ils n'ont pas fait le choix du tourisme, ils le sont pour des questions purement économiques, si ce n'est pas de l'ordre de l'éducation ou du savoir. Très Merci. bien. Merci. S'il vous plaît, madame, ici. J'ai encore à moi dire, c'était quand même grâce à moi que j'ai eu le micro. Donc, Fatim Zahra Skali, ingénieure de formation, étudiante, à la base, je suis venue du Maroc pour mes études. Donc, une question que j'adresse à Monsieur Alaoui. Donc, vous avez parlé de l'EMI Center. Je vous pose la question, est-ce que vous avez pensé à intégrer des MRE? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est la sphère entreprise, chef d'entreprise, FACI, et ainsi de suite. Où sont les autres? Très bien, merci. S'il vous plaît, madame qui est ici, voilà. On va prendre une autre. Bonsoir, merci. Alors, Georgia Auriol. Ah, pardon. C'est tout. Allez-y, oui. Georgia Auriol, étudiante à l'IRIS. Ma question est assez simple. Vous avez soulevé la question du genre et notamment quelle est la place dans le débat actuel de tout ce qui est droit, égalité des droits hommes-femmes et la question du genre en général. Merci, voilà une question simple. Une seule. Je suis désolé, on ne peut pas... Merci, bonsoir, je me présente, Mohamed Bouferma, je suis diplômé de Sciences Po Paris, actuellement en master urbanisme et aménagement du territoire à l'université Paris 1, Sorbonne. En fait, ma question, je vais être très bref, c'était par rapport aux jeunes, Maroc Stratégie. C'est un livre que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais j'en aurai l'occasion pendant ces vacances, je l'espère. Mais je voulais vous interroger justement sur la stratégie qui est menée pour les jeunes. Où en est le Maroc au niveau des perspectives, des apports pour les jeunes? On a vu que dans la nouvelle constitution, il y a eu beaucoup d'apports, mais sur le terrain, sur du concret, on ne voit pas vraiment d'apports. Il faut également souligner l'importance de la diplomatie parallèle des jeunes. Sa Majesté l'a évoqué lors de son dernier discours. Et voilà, je voulais annoncer ce point. Et merci. Merci. Voilà, nous allons répondre. Ce sont les dernières questions. On ne peut pas. Il faut des limites. Excusez-nous. Alors, sur évidemment l'implication des Marocains résidant à l'étranger, Lassel Abdelmalki, ça a été cité, est un MRE. Il vit à Lyon. Et donc, il a participé sur toutes les questions de commerce au sein de l'ouvrage. Et puis, j'entends aussi ce que vous nous avez dit, monsieur. Puis moi, j'ai une réponse qui est très simple. Nous, on est dans l'action. C'est très simple de travailler avec un stylo rouge. C'est plutôt facile. Aujourd'hui, il y a des Marocains qui prennent l'initiative, qui produisent de la pensée. Vous avez le droit de venir me contredire. Je trouve ça formidable, mais produisez ou engagez-vous dans la vie politique. Aujourd'hui, nous sommes passés au Maroc des acteurs, pas juste aux commentaires qui voudraient que nous soyons enfermés dans l'immobilisme. Il y a aujourd'hui des problèmes structurels au Maroc. Nous avons de l'incapacité à arriver à 6% de croissance. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez des indicateurs tout à fait neutres, qui sont des indicateurs économiques, écoutez, on se rend compte qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne, qu'il y a une nouvelle société marocaine qui est en train de se mettre en place. Oui, il y a de l'extrême pauvreté. Oui, il y a des gens qui souffrent. Oui, c'est terrible. Mais faites quelque chose pour que les choses changent. C'est ce que nous essayons de faire.
Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est le chemin le plus difficile, et c'est le chemin le plus ardu pour essayer de faire bouger les choses. C'est toujours facile d'être dans le balcon pour dire que la salle de bal ne nous plaît pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut aujourd'hui s'impliquer. C'est tout. Quelqu'un peut répondre? Pas de réponse. Non. Si vous voulez poser une question, monsieur, l'usage, c'est de lever la main et qu'on vous donne la parole, c'est ainsi. Très bien. La remarque du jeune homme, elle est extrêmement fondée, parce que finalement, l'INDH, elle portait sur le développement humain notamment, et aujourd'hui, vraiment, la position du Marocain de base, entre guillemets, il y a encore un delta énorme en termes d'alphabétisation. Le monsieur pointe du doigt ces éléments-là. Effectivement, le balcon, on y est au balcon, mais vous êtes aux commandes. Quoi on n'est pas aux commandes, monsieur. Non, mais disons, vous produisez une pensée. On essaie de participer. Non, je ne veux pas tomber dans le... Nous avons entendu... Oui, c'est-à-dire que la majorité de la population, honnêtement, le taux d'analphabétisation en tant que franco-marocain, honnêtement, je prends un coup sur ma fierté quand on voit les indicateurs, quand on voit le Maroc talonner vraiment le fond du classement dans le monde arabe. Moi, je suis interpellé personnellement. Franchement. Très bien, merci pour vos interventions et nous allons terminer de cette façon. La réponse sur le genre. Madame y tient. Donc ce sera la dernière réponse avant de nous quitter. Merci. Écoutez, je crois à la réponse. Vous avez posé la question, la question du genre dans le livre. Toujours une fille mondiale. Message. Oui. Ils ne veulent pas de réponse, il faut bien peu en écoute. Personne n'entend là, je suis désolé, mais vous n'avez pas de... Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous.